pourquoi cette plainte a été déposée contre la ci-devant Roselyne Bachelot, ministre de la Santé. Donc l'avocat de la ministre était bafouillant, rien d'intéressant, en disant, alors ça c'était monstrueux, il fallait vraiment savoir être protégé et bien protégé pour se permettre de dire une chose comme ça, qu'effectivement de ne pas avoir donné d'informations correctes et complètes sur un dossier n'était pas une atteinte aux libertés. Nous on a démontré que c'était le fait de ne pas donner d'informations, c'est attenter à la liberté. Et bien non, lui disait que non. Et il plaidait la nullité. Mais la nullité, il n'avait pas besoin de la plaider, on le regardait, on comprenait ce que c'était que la nullité. C'était effrayant de voir dans quel état. Alors qu'est-ce qui va en France? Ben, pas la justice. Hein. Comment peut-on oser prétendre, quand on est un magistrat, un homme cultivé, que de ne pas donner d'informations, ça n'est pas attentatoire à la liberté? Même un enfant comprend ça. Si je ne te dis pas quelque chose, alors c'est bien parce que j'ai envie de te cacher quelque chose. Donc si je te cache quelque chose, tu n'es pas libre, tu ne peux pas savoir après ce qui va se passer. Si je te dis la vérité, alors tu peux prendre ta décision d'homme libre que tu es. Ah, je comprends. Ah oui. Ah oui, parce que tu ne voyais pas pourquoi on parlait de ça avec la ministre. Alors, on vit dans un pays qui avait une renommée de pays de la liberté. Bon. Or, ce pays, bien que extrêmement endormi, pour une grande partie de sa population, qu'est-ce qui est arrivé aux Français? Le Français était défini par les étrangers comme un râleur. Le Français était un râleur, un bonhomme qui n'était jamais content, qui râlait. Alors ça, c'est le mauvais côté des choses, c'est vrai. C'est assez pénible d'avoir quelqu'un qui râle. Mais, bon côté des choses, le Français était quelqu'un qui essayait de bien faire. Y arrivait-il ou pas, chacun jugera. Mais quand on râle, en fait, c'est parce qu'on cherche à mieux faire. Hein, on cherche à mieux se comporter, on cherche à mieux exécuter la tâche qu'on est en train d'exécuter. Par exemple, quand il s'agit de la justice, râler, ça consiste à ne pas accepter que des choses soient cachées. chercher le bon sens. Chercher le bon sens, qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Hein. Je rappelle que le sens grec étymologique du mot imbécile, c'est faible. Ça n'est pas une culpabilité qui est portée sur l'individu, qui est traité d'imbécile. C'est simplement montrer sa faiblesse. Donc, si on nous rend faibles volontairement, en nous cachant la vérité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce pays, qui était le pays des râleurs, agréable ou pas agréable, mais qui était un pays reconnu comme ayant certaines qualités, et ces qualités, c'était des qualités comme tous les autres peuples. Ça se donnait autrement, ça se montrait autrement, mais tous les peuples cherchent à bien faire, cherchent la qualité dans la vie. Comment je peux, dans mon comportement, dans mes relations amicales, affectueuses, amoureuses, de travail, dans mon art, comment je peux faire le mieux possible. Bon, les hommes ont toujours cherché ça. Or, aujourd'hui, on est quand même bien obligé de constater qu'en France, cette recherche du mieux n'existe pas. On est dans l'acceptation endormie et béate de la nullité, de la médiocrité, comme valeur suprême. D'ailleurs, quelles sont les idoles des Français? Soit ce sont des joueurs de football qui, quand même, ont passé la trentaine, cavalent comme des gamins de 20 ans, c'est pas tout à fait réaliste tout ça. Quand on a passé un certain âge, pour pouvoir cavaler comme un gamin de 20 ans, il faut prendre de l'érythropoïétine, il faut bricoler sa santé. C'est pas honnête, c'est pas beau. Ça n'enlève rien au talent du joueur. Mais tout le monde sait qu'à 20 ans, on a une puissance extraordinaire, qu'à 35 ans, on n'a pas la même. Donc les Français se jouent à eux-mêmes la comédie du champion de football. Mais ils ne sont pas champions de football, c'est faux. Ils sont médiocres. Parce que là où ils ont une vraie tâche à faire, c'est dans les rapports humains. C'est ça qui nous fait grandir. C'est la façon dont on vit entre nous. Or, on n'a pas grandi. Pas du tout. Des gamins des écoles se comportent 1000 fois plus humainement que nous nous comportons les uns vis-à-vis des autres. Pourquoi? C'est ça qu'il faut essayer d'arriver à dégager. Or, ce truc est tellement confus, c'est un tel magma, que pour arriver à sortir des lignes de force, des choses sensibles, des actes marquants, il va falloir travailler. Alors, je crois que
notre comportement les uns vis-à-vis des autres, c'est d'arriver à ne jamais couper le fil entre nous, le fil de la communication, le fil de l'amour, parce que si on coupe ça, on ne saura jamais rien. C'est pas on ne s'aimera pas, c'est de toute façon on ne saura rien. Et si on ne sait rien, bah, la vie ne sert à rien. C'est parce que nous conquérons, nous arrivons à conquérir un savoir, pas simplement savoir marcher des machines. Ça, c'est une petite partie de la vie. Hein. Rien n'est prouvé d'ailleurs. Est-ce que l'homme, l'Africain d'il y a 1000 ans, le Français d'il y a 1000 ans, était-il moins épanoui que celui d'aujourd'hui? Je ne suis pas du tout persuadé. Certaines très belles inventions sont remarquables. Mais quand on regarde dans les pharmacopées anciennes, on trouve aussi des trésors d'intelligence, peut-être empiriques, mais avec des résultats à la clé. Donc, la pharmacopée africaine, hein, la pharmacopée chinoise et la pharmacopée occidentale, c'était des pharmacopées. C'était pas du bricolage, même si ça se faisait de façon simple. Alors on a perdu la simplicité. Hein, on a perdu la simplicité qui était celle des rapports humains. Les rapports entre frères humains, complètement perdus. C'est-à-dire qu'il y a des manipulations qui arrivent à nous donner des images de nous-mêmes, les uns des autres. On ne sait plus qui est qui. Alors on cherche, on passe son temps à opposer des images, le black contre le blanc, contre le machin, contre le bidule. C'est l'identité. Hein, voilà, on nous raconte des histoires d'identité, de je ne sais pas quoi. C'est pas ça. Pour moi, on n'en est plus à se poser le problème de l'identité française, parce que c'est plus d'actualité. Enfin, pour moi, hein, je ne veux pas heurter l'amour que des gens pourraient porter à la France. C'est pas ça mon propos. C'est de dire, à mon avis, on n'en est plus là. On en est à chercher à savoir pourquoi les rapports entre les hommes dans ce pays ne sont plus des beaux rapports humains. Si on arrive à fouiller là-dedans et à trouver ce qui implique que nous allons construire d'abord de beaux rapports humains entre nous, alors on dépassera, je crois, le problème de l'identité française. Ou alors on va recréer une identité, peut-être sur le territoire de la France, mais qui sera simplement liée au fait de ce que les hommes sont capables de vivre entre eux. Or, aujourd'hui, ils ne sont plus capables de vivre des choses intéressantes. On vit l'exploitation capitaliste, on vit la misère qui gagne ce pays d'une façon absolument épouvantable. Or, la France était autosuffisante au niveau agricole. Ce n'est pas parce qu'elle aurait progressé d'environ 20 millions d'habitants en 50 ans qu'elle ne peut plus se nourrir. Les vaches françaises ne broutent plus d'herbe. Vous traversez la France de fond en comble, il n'y a quasiment pas de vaches dans les champs. Elles sont enfermées dans des espaces en tôle, en train de bouffer des saloperies innommables, pour le plus grand profit des compagnies agroalimentaires. Pour que certains gros banquiers à Washington, aux doigts très crochus, puissent faire des échanges d'argent sur ce qui est l'alimentation des vaches. Alors, j'ai pris... je cherche à prendre un fil conducteur, parce qu'il y en a 10 000. Alors, mais on va en prendre un, je vais en prendre un auquel j'ai été un peu plus sensibilisé, qui est celui de notre agriculture, de notre alimentation et de notre santé. Un des volets, et je vais ouvrir un chapitre de ces énormes volets, à partir du moment où la guerre de 14 a détruit des millions de jeunes hommes, il n'y avait plus, à la sortie de la guerre, suffisamment de bras pour faire tourner les fermes. Or, tous les pays européens étaient des pays agricoles. On verra la même chose après dans d'autres pays du monde, où petit à petit, en Afrique, on crée des guerres et il n'y a plus assez d'hommes pour les tâches habituelles de l'agriculture. Or, nous sommes contingents biologiquement. Nous ne pouvons pas vivre... Enfin, nous avons besoin quand même de manger, de boire, et donc il faut travailler la terre. D'une façon ou d'une autre, il nous faut produire, nous sommes contingents, nous avons besoin biologiquement d'eau et d'aliments. Donc, c'était possible. À partir de 1918, les hommes sont morts. Une énorme majorité de jeunes hommes sont morts. Ceux qui ont manipulé la guerre de 14-18. On peut dire qui c'est. Comment se fait-il que l'idole des Français, M. Georges Clemenceau, aucun manuel d'histoire n'insiste sur le fait que ce grand Français, soi-disant grand Français, parce qu'être grand Français, c'est donner de l'amour entre nous. C'est créer des rapports humains qui soient beaux. Or, lui, quand l'Autriche-Hongrie a proposé la paix en 1915, il l'a refusé. Il l'a refusé parce qu'il a décidé d'obéir à l'idéologie
de sa loge maçonnique, qui consistait à réclamer la disparition des monarchies européennes. On voit, hein, entre 1900 et 1940, on voit disparaître, et surtout au moment de la guerre de 14, aussi bien la Turquie, l'Empire turc, le dernier sultan est assassiné, la monarchie austro-hongroise disparaît. Voilà, ça c'était le but. Et puis la Russe également s'effondre. Ça c'était le but, non pas des peuples, ce n'est pas les aspirations des peuples. Il nous appartiendra de prouver, de montrer, on n'aura pas le temps dans cette présentation, mais il nous appartient de faire comprendre, de comprendre pour nous-mêmes et de faire comprendre autour de nous que ce mouvement de la guerre de 14 n'est pas né par hasard, que le but était de faire mourir aussi des jeunes hommes. Les jeunes hommes morts, toute la réalité sociale allait changer. Qui allait s'occuper des animaux? Plus personne. Donc les animaux deviennent non nécessaires dans les fermes. Par contre, comme il faut quand même travailler, produire, ce sont les tracteurs, c'est la technique qui va prendre le pouvoir. Un homme avec un tracteur peut labourer, faucher plus de terrain que 3-4 hommes le faisaient avec des animaux. Par contre, ce qu'on a oublié dans l'histoire, c'est que l'animal a un rythme lent, mais un rythme humain, tout à fait humain, dans un calme, une sérénité extraordinaire, puis un rapport assez égal, parce que l'homme il est tout nu face à cet animal qui lui aussi est tout nu. L'homéostasie aussi. Hein, voilà, c'est une homéostasie. On atteint dans un acte simple, qui est celui d'avoir un animal à côté de soi et d'aller travailler dans un champ, on atteint quelque chose de grand, on atteint quelque chose de très fort. Pour celui qui a travaillé avec des animaux, ça, il nous appartient à nous aussi de créer des environnements. Toutes les pensées traditionnelles, que ce soit en Chine, dans toutes les en Inde, sociétés. on voit comment ils respectent les vaches. Exactement. On voit comment le respect est possible quand l'animal, on travaille avec lui. Et que c'est un compagnon de vie. Un compagnon de vie. On ne le met pas dans des batteries industrielles en le nourrissant avec des médicaments psychiatriques parce qu'il devient fou. Pas du tout. Fin de la guerre de 14. Voilà. Fin de la guerre de 14, les femmes sont obligées de faire des tâches que les hommes ne peuvent plus puisqu'ils sont morts. Alors à ce moment-là, les femmes vont revendiquer. D'ailleurs, le Rockefeller va les aider à revendiquer un autre statut. On a mis ça en avant comme quelque chose de positif, que justement, du fait que les hommes soient assez bêtes pour aller mourir à la guerre, les femmes aient pris leur place finalement. Oui. Bah, positif, ça voudra pas... De toute façon, ça a été une réaction naturelle des femmes. Ben, il n'y avait rien d'autre. De toute façon, il n'y avait plus d'hommes pour travailler. Donc il fallait que les pauvres femmes fassent double tâche. Et elles l'ont fait. Auquel cas, elles ont été aussi sensibles aux arguments des suffragettes, qui eux ces arguments étaient suscités par les banquiers américains comme les Rockefeller, qui ont très vite compris qu'en en tuant un certain nombre d'hommes, en faisant mourir des hommes bêtement dans des guerres stupides, en mettant les femmes au travail, on allait enlever aux femmes le soin de l'éducation. Si les femmes n'ont plus le soin de l'éducation des enfants, alors l'enfant est confié à l'État. Et sa maman, ça devient l'État. Son père, celui qu'il admire, celui qu'il aime, c'est l'État. Donc il est canalisé, il ne va plus agir avec sa propre sensibilité, c'est la possibilité d'endoctriner les gens. Et les endoctriner depuis la crèche. On arrive à une agriculture de plus en plus technique, de plus en plus industrielle, donc exploitation et finance. Parce que quand le brave homme mon arrière-grand-père avait son bœuf, je l'ai vu, hein, il allait avec le bœuf, travailler la terre, il n'y avait pas d'argent américain sur le sol de la Bigorre. Il n'y avait pas d'argent américain sur le sol de la Casamance. Ou d'ailleurs, les hommes travaillaient avec leurs animaux, leurs terres. C'est tout. Il n'y avait pas beaucoup d'argent qui circulait. Les banquiers à Washington, malades ils étaient. Fous de rage. Comment ces millions d'individus se permettent de vivre une vie entière et une longue vie, contrairement à ce que nous raconte aujourd'hui la propagande. Mon grand-père, tous nos aïeux, si on cherche un peu, ils ne sont pas morts à 40 ans. C'est faux. Ils sont morts âgés. 75, 80. Voilà. Bien au-delà des 80 ans. Ces gens-là, avec les animaux, avaient de l'engrais gratuit à travers le fumier. Ils pouvaient donc travailler leur terre, garder à travers les micro-organismes une grande richesse à la terre qui s'auto-soignait sans avoir l'obligation d'acheter des engrais. Ça a été donc une extrêmement belle opportunité pour les banquiers que de rentrer dans le monde agricole, encore plus puissamment que jamais, en les obligeant à acheter des tracteurs, puisqu'il n'y avait plus d'hommes, des tracteurs
des emprunts, produire plus, des engrais pour produire plus. Alors sur des terres qui étaient en bon état, l'engrais a bien marché pendant 10-15 ans. Puis après, il y avait nécessité de plus d'engrais. Donc on voit la finance prendre sur la vie, parce que être un paysan, c'est simplement obéir à sa contingence. On est obligé de travailler, on est obligé de produire pour manger. Donc ça n'était pas un travail, entre guillemets, c'était accepter sa vie dans sa complexité. Mais c'est ça la dignité aussi. C'est pas de jouer le pignouf dans un palais présidentiel avec des montres Rolex, je ne sais pas trop quoi. C'est vide, d'ailleurs, porte sur le visage cette extrême lâcheté. Pardon. Maintenant, on est arrivé à une terre très pauvre qui ne peut vivre qu'avec les engrais, les banques. On a tout ce circuit qui fonctionne magnifiquement bien pour une production certes importante, mais d'une qualité nutritionnelle complètement nulle. Complètement nulle. Quand on compare les analyses sur des fruits et des légumes courants entre 1950, simplement 1950, époque à laquelle déjà les engrais avaient fait leurs apparitions, les engrais modernes, et aujourd'hui, on a des divisions par 4, par 5, par 8, par 10 des taux de vitamines. La biodiversité. La biodiversité, on l'a éliminée au profit de la rentabilité avec des cultures dans des champs immenses, balayés par des vents ravinés. Quand une maladie se met sur un champ, ce sont des milliers d'hectares qui sont attaqués. Donc encore une fois, il faut acheter des milliers de tonnes de produits chimiques pour lutter contre la maladie, alors que nos arrière-grands-parents, ils vivaient avec des petits champs. Donc s'il y avait une maladie sur un petit champ, c'était 1 hectare de perdu, mais ce n'était pas le reste. C'est pour ça qu'ils ont survécu. Nous, on ne survit que grâce à l'argent que le banquier veut bien nous prêter pour nous enchaîner encore un peu plus dans des crédits sans fin. Je rappelle que la population des agriculteurs est celle qui doit le plus d'argent aux banques, et que deuxièmement, elle a le taux de suicide le plus élevé de la population française. Alors ça, c'est quand même à nous de trouver. C'est un scandale, mais c'est un révélateur extraordinaire. Pourquoi ces hommes-là sont-ils malades? Leurs enfants sont-ils plus malades, alors qu'avant, c'était les hommes en meilleure santé du monde? En 50 ans, on en a fait des gens en mauvaise santé qui se suicident. C'était quand même les piliers, finalement. C'était les piliers, bien sûr, c'était les piliers d'une nation. Artificiellement, dans des zones urbaines où on s'est tous finalement entassés, puisque aujourd'hui la plus grosse partie de la population vit dans des villes. Vit dans des villes, absolument. Donc on est en train de parler de l'importance de la nature, finalement, face à l'agression permanente de l'artifice. Tout à fait. Tout à fait. C'est une guerre naturelle contre artificielle. Absolument. Mais l'artificiel, c'est le jeu du banquier. Les engrais, les banques... Tout ça, tout ce qui est artificiel jusqu'à l'artifice dans la vie. Jusqu'à présenter la vie comme quelque chose qui n'a plus rien, plus aucun sens. Nécessairement en ville, branché sur Internet, voilà. Sur une PlayStation. Absolument. Les phénomènes de mode qui prennent des ampleurs absolument colossales. Pourquoi tant de jeunes femmes maquillées alors qu'elles ont 20 ans? Tout habillé de la même façon. Tout habillé de la même façon, tout à fait avec des airs mortifères. On a l'impression qu'elles sont... il n'y a plus de vie, quoi. Il n'y a pas cette explosion de vie qu'est la jeunesse. Forcément déconnecté de la nature, il ne peut plus... La nature ne les intéresse plus. La nature n'intéresse plus. Mais c'est vrai que la nature, parfois, elle est triste aussi aujourd'hui. Quand on voit ces champs avec cette terre morte, il n'y a qu'à avoir un tout petit peu de sensibilité. Regardez, la terre est morte maintenant. Alors séparer la production de la reproduction, ça veut dire que même avoir un enfant aujourd'hui se conçoit plus de façon naturelle. En tout cas, on peut l'imaginer, en tout cas c'est déjà pensé. Absolument. De façon artificielle, dans des utérus artificiels. Dans des utérus artificiels, les femmes ne veulent plus avoir à abîmer leur corps à travers la maternité. Alors ça, c'est une erreur médicale grave. Il faut que les femmes prennent conscience de ça. Elles ont une nécessité biologique à porter des enfants. C'est une nécessité biologique. Leur corps sera plus beau quand elles auront porté des enfants. On se pose bien la question d'un choix. Hormonalement, elles seront plus équilibrées. On se pose bien la question d'un choix de civilisation. Bien sûr. Quelle civilisation on veut? Absolument. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit de l'ordre de la science-fiction, où on aurait fait le deuil de notre humanité? Le deuil de l'humanité, complètement. Complètement. Ou est-ce qu'on veut rester attaché à la nature, à la terre Alors, il y a un volet qui suit, c'est le volet santé. Pour rester attaché à la nature et
à la vie simple, ça signifiait rester aussi en bonne santé. Préserver l'avenir, ou alors... Ou tout jeter à la roulette russe de la spéculation financière. C'est ce que font les banquiers, parce qu'ils s'en foutent de toute façon. On a la preuve avec la crise financière aujourd'hui. Même quand ils perdent, ils n'ont pas perdu, ces gens-là. Nous, quand on perd, on perd. Mais nous, eux, ils ne perdent pas. Le gouvernement de M. Bush, copié par M. Obama, une copie absolument conforme, on redonne de l'argent aux banques, plus, ça n'a plus aucune importance. De toute façon, M. Obama a été mis au pouvoir par des banquiers. C'est uniquement un pouvoir financier. On pensait avoir affaire à un homme libre, mais non, c'est une erreur. Un homme qui allait aider les autres à se libérer, mais non, c'est une erreur. Au contraire, c'est un homme façonné par la banque qui va faire la politique que les banquiers attendent de lui. Et on ne lui donnera pas la possibilité de s'échapper. Si tant est qu'il ait envie de s'en échapper. Je ne pense pas. Mais enfin, ça, c'est une affaire subjective qui n'est pas très importante. Une population qui perd son sens, son bon sens, qui perd son amour de la nature et qui s'enchaîne dans des travaux non rémunérateurs, parce qu'en fait, il y a une paupérisation en marche absolument affolante, et puis une santé, parce qu'un des résultats de tout ça, c'est les rapports humains, mais c'est également la santé. D'ailleurs, la santé a à voir avec la façon dont nous nous comportons, dont nous nous aimons les uns les autres. Parce que l'entraide humaine qui avait toujours existé est en train de disparaître au profit d'organisations non gouvernementales, dont je ne critique pas parfois la beauté du travail, parfois ce sont simplement des officines, des services de renseignement généraux, des pouvoirs politiques en place qui peuvent ainsi mettre la main, le pied dans des pays à droite et à gauche. Donc, sur des volontés belles, se greffent bien des pouvoirs occultes et des volontés de contrôler les populations, voire d'influencer leur devenir. Alors, le volet santé qui, moi, m'a retenu, on voit une santé qui se dégrade, on voit un échec cuisant au niveau des cancers, on voit une recrudescence des cancers. Je rappelle quand même que dans les années 30, il n'y avait pas un seul enfant cancéreux sur le territoire français. Comment se fait-il que maintenant, quasiment tous les départements ont des services, quand ce ne sont pas des hôpitaux, mais plutôt des services pédiatriques, bourrés d'enfants cancéreux? Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants n'avaient pas ce genre de maladie. Des enfants nourris correctement n'avaient pas ce genre de maladie. Alors, Madame Bachelot nous parle de vaccination, mais elle ne nous parle pas de ce vrai problème. Comment se fait-il qu'on ait des enfants cancéreux aujourd'hui? Comment se fait-il qu'on ait des gens de 30 ans qui sont cancéreux? Ça n'existait pas en 1950. C'est J et panacée, quoi. Absolument. On avait des vieillards qui attrapaient des cancers, enfin, ou des gens qui avaient passé 60 ans, mais on n'avait pas de gens jeunes atteints de cancer. Aujourd'hui, tous autant que nous sommes, on a au moins un copain qui connaît quelqu'un qui est mort du cancer qui avait 40 ans. Quand c'est pas un enfant. C'est fou. Moi, j'ai enterré plusieurs enfants de cancer. Ça ne s'était jamais vu. De mémoire de médecin, de mémoire de naturopathe, ça ne s'était jamais vu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons essayer d'avoir une alimentation un peu plus sérieuse. Ça n'est pas non plus la seule et unique cause du cancer. Mais c'est un facteur aggravant, bien souvent. Alors, une alimentation à peu près correcte, ça permet d'avoir un terrain, la notion de terrain de Claude Bernard, un terrain, un jardin, ben ça marche de pair avec l'agriculture. Il y avait les engrais naturels des animaux, et on avait des terres riches qui s'auto-soignaient. Maintenant, nous, notre corps, il a du mal à s'auto-soigner, alors qu'il sait très bien le faire, parfaitement le faire. Mais, comme on nous a donné une agriculture faible en qualité, on a une santé très faible. C'est tout simple, ça marche quand même de pair. Donc on a une recrudescence de maladies infantiles, des pathologies ORL, mais continuelles, de l'usage d'antibiotiques à ne plus savoir que faire. Je rappelle que l'AFSA avait publié il y a 2 ou 3 ans son incapacité à éradiquer le staphylocoque doré en France. Ça n'existait pas tout ça avant. L'intervention du médecin dans la vie était relativement rare. Aujourd'hui, elle est constante. Il y a une augmentation colossale des budgets de santé. Mais où est leur réussite? Où est leur réussite? De plus en plus de sciences, de plus en plus de médicaments pour de plus en plus de malades. Ça ressemble à une stratégie marketing, ça. On est en droit de se demander si tout ça n'est pas savamment contrôlé, encadré, pour arriver à des santé très faibles, à des gens faiblards, qui n'ont plus confiance en eux, qui ne s'aiment plus entre eux,
qui ne respectent plus rien de la nature et qui attendent, comme des espèces d'esclaves momifiés avant la mort, que tombe la manne chimique dans leur bouche. On a un exemple assez beau, celui de la médecine orthomoléculaire dans les années 60, le Nobel Pauling, prix Nobel de chimie, prix Nobel de la paix, va montrer les capacités du corps de se guérir lorsqu'il est nourri de vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux en quantité suffisante. Alors, pourquoi est-ce qu'on en manque? Parce que notre alimentation n'est plus ce qu'elle était. Alors, évidemment, la meilleure des choses, c'est d'essayer de manger naturel, voire de manger bio dans certaines circonstances, et c'est mieux que rien. Bon, on ne peut pas toujours le faire, il faut le faire autant que faire se peut. Mais on a quand même ce recours possible aux vitamines, aux oligo-éléments, aux minéraux. Ça permet d'avoir un terrain plus riche, qui va donc pouvoir produire ses propres forces de défense. Quoique moi je ne crois pas trop à cette théorie de M. Pasteur, du méchant microbe qui vient nous attaquer. Ça c'est un business extraordinaire. Pasteur est mort milliardaire, premier savant français à être mort milliardaire. Il savait lécher les bottes de tous les politiciens, quelle que soit la couleur du gouvernement. Il avait magnifiquement compris et anticipé ce que serait la médecine et la science d'aujourd'hui. Des lèche-bottes qui prennent des dossiers, qui reçoivent des subventions. On peut se demander même parfois s'ils ne créent pas des maladies. Je renvoie aux critiques de M. Duesberg et autres contre la théorie assez curieuse du sida, de l'origine virale du sida. M. Montagnier très bien su mener son dossier, même si d'ailleurs aujourd'hui il semble se détacher de ce qui lui a valu ce Nobel. Enfin, bon. Tout ça, ça ressemble beaucoup à des mafias, à du micmac. Hein. Alors on avait ces vitamines, ces oligo-éléments, ces minéraux. Alors, à partir des années 60, même 50, les études dans des revues internationales peer-reviewed tombent, et on voit que des améliorations extrêmement notables, statistiquement reconnaissables, sont présentes lorsque un individu prend vitamine C, vitamine B, oligo-éléments et minéraux. Est-ce que cet enseignement a pénétré les facultés de médecine en France? Non, niet. Qu'est-ce qui ne va pas en France? Ben ça, par exemple. On a des produits qui sont, je dis bien dans l'ensemble, non toxiques, non invasifs. On peut donc avoir une société plus humaine, puisqu'on a enfin un petit moyen d'améliorer notre vie au quotidien, d'améliorer notre vie quand la maladie survient, grâce à ces oligo-éléments, minéraux, vitamines. Eh bien non, pas du tout. Au contraire, on a affaire à un pouvoir politique qui va combattre, qui va essayer de réglementer en diminuant, en écrasant au maximum les quantités admises. Mais depuis quand est-ce que Mme Bachelot, M. Sarkozy doivent décider de la quantité de mandarines que je mange, de pommes de terre, d'œufs ou de riz complet? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que l'homme n'est pas assez grand pour à peu près trouver ce qui lui convient? Alors comment les hommes sont-ils arrivés en vie jusqu'à aujourd'hui sans nos maîtres? Parce que nos maîtres doivent nous dire maintenant. Donc ils ont créé les apports journaliers recommandés, qui est une vaste fumisterie, qui réduit à quasiment rien du tout ce qui peut nous permettre d'aller bien, d'aller mieux, de supporter la vie. Parmi les vitamines, je vais faire un petit aparté sur la vitamine C, puisque je l'ai travaillé un peu plus, en tant que naturopathe. J'ai eu la curiosité d'aller aux États-Unis, de rencontrer des médecins qui ont publié, qui sont des gens avec une pratique, une clinique importante, et des dizaines de milliers de patients. Ces médecins ont des noms qui sont des noms connus. Sur Internet, on trouve publication de M. Lévy, publication de M. Cathcart, Robert Cathcart, de M. Riordan, évidemment, publication du professeur Pauling, et on arrive à se faire assez vite une petite idée de ce que peut être la médecine orthomoléculaire. L'utilisation de la vitamine C est probablement une des actions que l'homme va pouvoir mener, actions simples, jamais dangereuse, quel que soit l'âge et l'état de santé de celui qui va utiliser cette vitamine. Cette action consiste à prendre donc de la vitamine C au quotidien,
nous ne pouvons pas synthétiser la vitamine C. Nous ne pouvons pas la fabriquer. J'emploie pas le mot synthétiser, c'est un mot qui est un petit peu difficile, on va le définir après. La vitamine C est fabriquée par 99,9% des animaux, pour faire simple. Seul échappe à cette possibilité le cochon d'Inde, la truite, le saumon, les salmonidés donc, quelques petits animaux, quelques petits rongeurs, un passereau en Inde, les primates, singes et l'homme. Bon, il manque la fameuse enzyme L-gulonlactone oxydase. D'aucuns disent que le gène codant est présent mais endormi, et que donc la transformation du glucose, substance éminemment simple, ne peut pas se faire en vitamine C. Bon, sachant cela, sachant aussi que les cultures anciennes, il y a encore 50 ans, étaient proches des villes. Donc on pouvait cueillir des produits frais et les livrer avec des charrettes à bras, que les plus anciens d'entre nous ont encore connues dans Paris avec plaisir, et on avait des choses magnifiquement fraîches. Bon, tout ça a été détruit par les financiers qui, eux, ne veulent absolument pas nous améliorer notre santé, mais améliorer leurs bénéfices. Donc ils font planter n'importe quoi à n'importe qui, le revendre sur le marché des matières premières. Tout est bon pourvu que, eux, leur profit se maximalise. Notre santé, peu importe. Donc voilà, nous on est confrontés maintenant avec cette vitamine C à une capacité à régénérer notre santé. C'est important, non-toxicité totale. Pauling obtiendra un classement FDA produit non toxique. Il faut savoir quand même que pour classer un produit non toxique, c'est extrêmement difficile. Je prends le cas de l'aspirine. 60 comprimés d'aspirine dans la même heure, la mort est au rendez-vous. La mort est au rendez-vous. C'est une des causes principales de suicide chez les jeunes aux États-Unis. La prise de comprimés d'aspirine. Pour autant, l'aspirine se vend très bien, et je ne connais guère de pharmacien qui ait l'honnêteté de dire que l'aspirine, attention monsieur, attention madame, si vous en prenez trop, si vous en laissez prendre trop à vos enfants dans la même heure, et qu'ils ont une hémorragie, enfin voilà, il peut y avoir une suite tragique. Non, on n'en parle pas de ça. On fait du business, donc on ne parle pas des effets dangereux. Avec la vitamine C, quelle que soit la quantité ingérée, il n'y a pas de possibilité de mort. Jamais. Ça, c'est extrêmement important. Parce que je vais répondre.